Pourquoi donc l'invention de l'ordinateur serait-elle un triste souvenir? Ah oui, je vois à quoi vous pensez, mais non, ce n'est pas à cause du nombre de mails que vous recevez chaque jour. C'est cet homme qui parle de tristes souvenirs, Lord Moulton. Pendant la Première Guerre mondiale, il sera chargé de l'approvisionnement de l'armée britannique en explosifs. Rien que ça. Juste avant, en juillet 1914, il donne l'exposé inaugural à la conférence organisée pour fêter le tricentenaire de l'invention des logarithmes. Et il raconte une anecdote personnelle. Un des tristes souvenirs de ma vie est une visite au célèbre mathématicien et inventeur, M. Babbage. Alors il raconte qu'ils étaient entrés dans une première pièce contenant des morceaux de la première machine aux différences. Et à sa question sur ce qu'elle était devenue, Babbage avait répondu: Je ne l'ai pas fini parce que pendant que j'y travaillais, l'idée m'est venue de la machine analytique. Dans une autre pièce, Babbage explique le fonctionnement de la machine analytique. Moulton demande à la voir. Je ne l'ai jamais terminé parce que j'ai trouvé un moyen de faire la même chose différemment et beaucoup plus efficacement. Arrivé dans une troisième pièce, pleine de morceaux de mécanismes éparpillés mais sans rien de complet, Moulton évoque le sujet avec précaution et obtient la réponse qu'il craignait. Elle n'est pas encore construite, mais j'y travaille, et cela prendra moins de temps de la construire en entier que de compléter la machine analytique à partir de l'état où je l'avais laissée. Et Moulton de conclure: Je pris congé du vieil homme, le cœur lourd. Le vieil homme, c'est lui, Charles Babbage. Lors de la visite de Moulton, il devait avoir dépassé les 70 ans. Que s'était-il donc passé pour qu'il n'ait que des morceaux épars à montrer à un jeune admirateur? Babbage a écrit ses mémoires, Passages from the Life of a Philosopher. Il faut prendre philosophe au sens ancien de savant. Vous constatez que le titre qu'il met en avant est une décoration italienne. Babbage explique entre autres dans ses mémoires la genèse de ce qui aura été le projet de sa vie. Un soir, j'étais assis dans les locaux de la Société analytique à Cambridge, la tête penchée sur la table en train de rêvasser, avec une table de logarithmes ouverte devant moi. Un autre membre entre dans la pièce et, me voyant à moitié endormi: Eh bien, Babbage, à quoi tu rêves? Je suis en train de penser que ces tables pourraient être calculées par une machine. Ça s'est produit en 1812 ou 1813. Il semble donc que l'idée de construire des tables numériques avec une machine lui était venue alors qu'il était encore étudiant. Il n'était pas le premier à avoir cette idée toute simple d'automatiser la méthode des différences de Newton. La méthode des différences fournit un principe général par lequel toutes les tables peuvent être calculées sur des intervalles donnés par un processus uniforme. Elle ne demande que le mécanisme de l'addition. Cependant, pour garantir l'exactitude, il était nécessaire que la machine qui calculerait les tables en compose aussi les planches d'impression ou fournisse un moule à partir duquel on pourrait fondre des pages stéréotypées. Babbage exprime ici une idée qui courait déjà du temps où Napier inventait les logarithmes. Quand un humain calcule, cela prend trop de temps et il se trompe. Si on veut accélérer le processus et éviter les erreurs, il faut automatiser les calculs le plus possible, jusqu'à l'impression automatique des tables, dit Babbage. Il semble qu'il ait mis assez peu de temps pour construire un prototype, qui n'avait pas une précision suffisante, mais qui donnait une idée du principe. Ce que vous voyez là est une reconstitution moderne de la machine aux différences, mais sans le mécanisme d'impression. Sur le passage de la machine aux différences à la machine analytique, Babbage, dans ses mémoires, n'est pas très explicite. Son plus jeune fils, Henry,
a édité une partie de ses notes en 1889. Voici ce qu'il a reconstitué. Ceci conduisit bientôt à contrôler la machine par des moyens entièrement indépendants, pour lui faire exécuter non seulement des additions, mais tous les processus de l'arithmétique dans un ordre quelconque, et autant de fois qu'il serait requis. Le travail sur la machine aux différences s'arrêta le 10 avril 1833 et le premier dessin de la machine analytique est daté de septembre 1834. Comment s'y est-il pris? C'est à nouveau Charles Babbage qui raconte. Les relations compliquées qui apparaissent entre les différentes parties de la machine étaient impossibles à concevoir, même avec la mémoire la plus tenace. Je surmontai cette difficulté en améliorant et étendant un langage de signes, la notation mécanique. À l'aide de cette notation mécanique, la machine analytique devint une réalité, car on pouvait la faire marcher. Quand Babbage parle de faire marcher, il s'agit d'une expérience de pensée. Il était très loin d'une vraie construction. Il n'empêche, il est assez troublant de constater que, confrontés à la même difficulté, Leibniz et Babbage avaient eu la même réaction: fabriquer un langage symbolique pour décrire des interactions mécaniques quand elles deviennent trop complexes. Le second outil que Babbage utilise est le principe des métiers à tisser de Jacquard. Ceux qui sont familiers des principes du métier de Jacquard et qui sont aussi familiers des formules analytiques auront sans trop de difficulté une idée générale des moyens par lesquels la machine exécute ses opérations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du métier de Jacquard? Babbage veut parler du principe des cartes perforées, dont il a toujours été persuadé qu'elles ont été inventées par Jacquard. En fait, comme d'habitude, le métier de Jacquard n'a pas été inventé par Jacquard. C'est la loi de Stigler. Aucune invention ne porte le nom de son inventeur. C'est pas Stigler qui l'a dit, bien sûr. L'invention des cartes perforées est due à Basile Bouchon en 1725. Le métier à tisser a été perfectionné au XVIIIe siècle par Falcon, puis Vaucanson, pour finir baptisé au début du XIXe du nom de Jacquard. Mais peu importe, ce que Babbage avait bien compris, c'est le principe des cartes perforées pour transmettre des instructions. Voici la version Jacquard du métier à tisser. Et voici un portrait réalisé en hommage à Jacquard en 1839, après sa mort. Ce n'est pas une gravure, c'est une broderie en soie, tissée avec le métier de Jacquard. Elle a nécessité 24 000 cartes perforées pour coder le dessin. Mais le résultat est là. Il est impressionnant. L'année suivante, en 1840, Babbage s'était arrêté à Lyon sur la route de l'Italie et il avait acheté un exemplaire de ce portrait. Au retour, il l'avait affiché dans son salon et il était très fier de le montrer pour expliquer le principe de sa machine analytique. Et il est vrai que si on pouvait assembler 24 000 cartes pour ce résultat, de quoi sa machine ne serait-elle pas capable? Voici les cartes perforées de Babbage. Elles sont d'un format différent de celles du métier Jacquard. Le tissage, dessus-dessous, et la perforation des cartes, trou ou pas trou, sont deux opérations binaires. Mais ce n'est pas pour autant que la machine de Babbage était elle-même binaire. Voici l'exemple qu'il donne d'une carte qui arrive en 2303e position et porte le nombre 3 622 939. Vous voyez que dans chaque colonne, il y a 9 places, et le nombre de trous indique un chiffre en base 10. Notation mécanique ou pas,
Le plan d'ensemble était tout de même assez compliqué, et sans les explications de Babbage, il n'aurait pas été facile de s'y retrouver. Il y a encore des groupes de passionnés qui projettent, à partir des plans, de faire une reconstruction, comme pour la machine aux différences. Le fils de Babbage, Henry, avait fait faire, selon les plans de son père, une reconstitution partielle, que voici. Bien que les plans aient été vérifiés, il n'est toujours pas clair que la machine analytique aurait pu un jour fonctionner. Ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui apparaît clairement dans les mémoires de Babbage, c'est sa capacité d'anticipation. À quel point il avait compris l'architecture de ce que serait un ordinateur et son fonctionnement. Voici comment il décrit l'architecture. La machine analytique est constituée de deux parties. La première partie, le magasin, dans lequel sont placées toutes les variables à traiter, aussi bien que les résultats des calculs. Pour nous, c'est la mémoire. Deuxième partie, le moulin, dans lequel on envoie toutes les quantités pour faire les opérations. On dirait le processeur. Il y a donc deux ensembles de cartes. Le premier pour diriger la nature des opérations à effectuer, on les appelle les cartes d'opération. Pour nous, ce sont les instructions. L'autre ensemble, dit-il, contient les variables particulières sur lesquelles il faut agir. Ce sont les cartes de variables. On parlerait de variables tout court. La machine analytique est donc d'une nature tout à fait générale. Quelle que soit la formule à développer, la loi de son développement doit être communiquée par un ensemble de cartes. Pour nous, l'algorithme. Quand ces cartes ont été placées, la machine est particulière à ce développement. Il avait même pensé à la détection des bugs. Si la machine se rend compte qu'on lui a donné un logarithme faux, une cloche retentira et la machine s'arrêtera. En examinant la machine, on verra écrit mauvaise valeur tabulaire. Ou bien, la machine rejettera continuellement une mauvaise carte en faisant retentir une cloche et en s'arrêtant jusqu'à ce qu'on lui ait fourni la nourriture intellectuelle précise qu'elle demande. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, nourriture intellectuelle ou pas, que la machine fasse sonner sa cloche à chaque bug, ça m'aurait vite énervé. Sur l'aspect programmation, Babbage montre tout aussi clairement qu'il avait parfaitement compris ce qu'allait être un algorithme. Dans ses mémoires, il donne l'exemple du calcul des racines réelles d'une équation. Oh, bien sûr, il n'écrit pas comme nous, mais l'enchaînement des idées est bien là. Commencez par déterminer le nombre de racines par le théorème de Sturm appliqué aux coefficients. Soit dit en passant, le théorème de Sturm date de 1829, soit à peine 12 ans avant la date où Babbage dit avoir écrit cela pour la première fois. L'algorithme de Sturm comporte une première boucle sur les coefficients. Ensuite, trouver un nombre plus grand que la plus grande des racines. Et là encore, il faut faire une boucle. Remplacer les puissances de 10 dans l'équation en diminuant la puissance à chaque pas. Là, Babbage écrit clairement la boucle répétée jusqu'à. La suite est du même genre. Il faut une autre boucle pour déterminer le chiffre significatif de la puissance de 10. Il faut ensuite insérer les deux boucles dans une troisième pour arriver à la précision désirée. Et encore une autre boucle répétée jusqu'à avoir calculé toutes les racines. Au bilan, 3 niveaux de boucles emboîtées. Clairement, les itérations et les tests ne posaient aucun problème à Babbage. Dès qu'une machine analytique existera, elle guidera le cours futur des sciences. Chaque fois que l'on cherchera un résultat avec elle, la question se posera de la suite de calcul
par laquelle le résultat pourra être atteint par la machine dans le temps le plus court. Il avait bien prévu la révolution scientifique que cela entraînerait et même anticipé l'optimisation des algorithmes. Avait-il compris que la machine pourrait aller au-delà des calculs mathématiques? Ce n'est pas sûr. Ailleurs dans ses mémoires, il évoque la possibilité de construire d'autres machines. Après de longues réflexions, je choisis pour mon test la fabrication d'une machine qui puisse jouer à un jeu de réflexion pure, comme le tic-tac-toe, le jeu de dames ou les échecs. Dans une première partie de ma recherche, j'arrivais à la conclusion que n'importe quel jeu de réflexion est susceptible d'être joué par un automate. Certes, la conclusion est assez remarquable. En revanche, il ne semble pas avoir vu que sa machine analytique était assez générale pour faire autre chose que calculer, et en particulier jouer. Mais on ne lui en tiendra pas rigueur, d'autant qu'il n'a jamais réussi à obtenir le soutien des autorités pour construire sa machine. Dans ses mémoires, Babbage revient longuement sur ses échanges avec la British Society et le gouvernement pour ses demandes de crédit réitérées. Le dessin et la fabrication des pièces coûtaient très cher et il y a investi une bonne partie de sa fortune personnelle. L'avis du ministre des Finances en 1852 est plutôt tranché. Les projets de M. Babbage sont si indéfiniment coûteux, le succès final si problématique et la dépense certainement si importante et impossible à calculer qu'il ne serait pas justifié que le gouvernement s'engage à quoi que ce soit en plus. Parce que Babbage avait déjà obtenu des subventions pour la machine aux différences, ne l'avait pas réalisée, était passé à la machine analytique, qui paraissait encore plus irréalisable, et ainsi de suite. On ne peut pas donner tout à fait tort au gouvernement britannique. Parmi les raisons de l'échec, il faut tout de même mentionner le propre caractère de Babbage. Pour vous en donner une idée, voici le chapitre 26 de ses mémoires. Il est consacré aux nuisances de rue. Il y a des instruments de torture, qui sont tous les instruments de musique dont on joue dans sa rue, sans compter les dames de vertu élastique, qui poussent à cela, les inconvénients que cela provoque et tout ce qui s'ensuit. Mais quand même, une lutte énergique de la part de Babbage et des remèdes proposés, comme une association pour l'interdiction de la musique de rue. Vous avez deviné ce que le combat énergique de Babbage lui a valu? Dans un cas, il y avait certainement plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants, qui me suivaient dans les rues avant que je ne trouve un policier. Cette nuisance consistant à crier mon nom avec ou sans épithète insultante était telle que j'affirme que, sauf si j'étais enfermé à la maison pour maladie, aucune semaine ne se passait sans de nombreuses occurrences. Une autre source de nuisance, heureusement limitée, venait des tendances perverses de certains de mes voisins qui, dans 2 ou 3 cas, étaient allés jusqu'à acheter des instruments à vent hors d'usage dont ils étaient incapables de jouer, mais avec lesquels ils produisaient un bruit discordant dans le but de m'ennuyer. Vous voyez une relation de cause à effet? Babbage ne semble pas la voir. Oh, ce n'était pas pour autant un ours solitaire. Il avait de nombreuses relations. Il était souvent invité, assistait à des dîners et des spectacles, mais essentiellement dans la bonne société. Il est vrai que Babbage avait un caractère indépendant et un tant soit peu, disons, affirmé. Il faut aussi évoquer sa vie privée. Il avait épousé à 23 ans cette jeune fille qui avait un an de moins que lui. C'était un mariage d'amour, contre la volonté de son père. Ils furent heureux
et eurent 8 enfants. 3 seulement ont atteint l'âge adulte. En février 1827, le père de Babbage meurt. En juillet de la même année, c'est un fils de 10 ans. Et moins de 2 mois plus tard, sa femme, à 35 ans. Babbage est dévasté. En 1834, la seule fille qui lui restait meurt. Elle avait 17 ans. À chaque deuil, il semble que Babbage ait eu la même réaction, s'abrutir de travail pour oublier. Je crois qu'il faut garder en tête cette accumulation de deuil avant d'aborder ce qui ressemble bien à de l'hyperactivité. Parce que Babbage ne s'est pas contenté des machines, il est aussi connu pour ses activités comme cryptanalyste, linguiste, statisticien, spécialiste de tunnels, d'économie, sans oublier les chemins de fer. Le manque de soutien de ses concitoyens avait beaucoup blessé Babbage, qui y revient à longueur de page dans ses mémoires. 7 ans après sa mort, un comité de la British Association se charge d'étudier, à partir des plans laissés par Babbage, la faisabilité de sa machine. Ce sont pour la plupart d'anciens amis de Babbage. Il y a des noms connus, Kelley, Clifford, le docteur Farr. Mais ce sont des scientifiques rigoureux et honnêtes. Ils sont obligés de dire ce qu'ils croient vrai. Et voici un extrait des conclusions. Nous sommes d'avis que dans l'état présent de la conception, ce n'est rien de plus qu'une possibilité théorique. C'est-à-dire que nous ne considérons pas comme une certitude que cette machine pourrait être construite et assemblée de manière à fonctionner correctement et faire le travail qu'elle est censée faire. Nous pensons qu'il est encore moins possible de se former une opinion sur sa résistance et sa durabilité que sur sa faisabilité ou son coût. Au regard de ces considérations, nous sommes arrivés, non sans regret, à la conclusion que nous ne pouvons pas recommander à la British Association une quelconque action pour arriver à la construction de la machine analytique de M. Babbage et la fabrication de tables par ce moyen. Provenant d'amis de Babbage, la conclusion était claire et définitive. Les doutes du comité quant au fonctionnement étaient justifiés. Voici une vue un peu détaillée d'une petite partie de la machine aux différences reconstituée. Vous imaginez le nombre de roues dentées qui doivent s'enclencher et tourner ensemble sans se bloquer? La machine analytique aurait été encore plus compliquée que celle-ci. Ce n'était tout simplement pas viable. Le premier à le dire clairement est un ingénieur espagnol, Leonardo Torres Quevedo, en 1915. Il a soigneusement étudié le projet de Babbage et en connaît parfaitement le principe et le but. Voici sa conclusion. Les difficultés d'une solution purement mécanique me paraissent insurmontables, du moins avec les moyens dont je pourrais disposer. Pour mieux dire, tant que, dans mes études sur les machines à calculer, je n'ai envisagé que des solutions mécaniques, je partageais l'opinion générale. Je ne croyais pas possible de résoudre le problème des calculs mécaniques avec toute la généralité qu'il comporte. Quand a-t-il changé d'avis? Quand il a compris qu'il y avait un moyen autre que les roues dentées, les commandes électromécaniques. Effectivement, c'était une meilleure solution. Voici ce que disait Henry Babbage en 1888, donc 10 ans après les conclusions du comité de la British Association, 17 ans après le décès de son père. Je suis certain qu'un jour viendra où une telle machine sera réalisée et deviendra un moyen puissant de développement non seulement des mathématiques pures, mais aussi des autres branches de la connaissance. A posteriori, on ne peut pas dire qu'il avait tort.
Pour ma part, je veux tout faire pour hâter ce jour et aider à l'appréciation générale des travaux de mon père, qui sont si peu compris par la multitude, même des gens éduqués. Oh, qu'il se rassure, la multitude des gens éduqués a compris ce qu'elle devait à son père. Parce qu'au fond, l'important n'est pas que les inventions de Babbage aient été concrétisées ou non. L'important n'est pas de savoir si la machine analytique aurait pu ou non être construite et fonctionner correctement. Il suffit qu'il ait simplement imaginé la possibilité d'un tel outil et qu'il en ait compris le potentiel. Allez, en son honneur, je vous propose d'instaurer une fanfare perpétuelle dans sa rue. Il le méritait bien, non?